Alors, comme l'a évoqué Dominique, les professionnels des PASS, qui sont ici aujourd'hui réunis, doivent élaborer des stratégies pour proposer une réponse adaptée au cas par cas, au quotidien, autour de situations qui sont hors cadre préexistant. Et cela avec peu de moyens, dans une enveloppe limitée que reçoivent chaque PASS dans chaque établissement. Alors d'emblée, on perçoit bien toute la difficulté du travail en PASS et l'expertise très particulière qui s'impose, qui est celle de la complexité. Quand par ailleurs les approches du soin plus classiques s'avèrent normatives, protocolisées et standardisées, la spécificité des PASS est celle de l'approche globale. Humain et performance, PASS et performance. C'est le thème de cette journée, mais le lien ne semble pas aller de soi. Ce sera le fil rouge de toute cette journée, de tout ce colloque. Alors, quelques illustrations. Mettre en évidence les PASS comme des dispositifs performants, c'est un défi que nous essayons de relever, en particulier grâce à une collaboration que nous avons mise en place avec l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance. Convaincu de l'intérêt du modèle des PASS, Christian Anastasie, son directeur général, nous a permis de réaliser une étude originale qui sera prochainement publiée dans la revue hospitalière de France. À titre d'illustration, cette étude qui a comme particularité d'avoir une approche multiméthode, celle d'avant, une approche multiméthode à la fois quantitative et qualitative, amènera des résultats particulièrement intéressants qui interrogeront chaque professionnel sur le terrain dans les PASS. Et donc l'étude a quelques résultats, en particulier en termes de nuages de mots. Un résultat intéressant, c'est le rendu des points forts et des points faibles des PASS par les professionnels des PASS eux-mêmes. Et vous voyez très clairement les éléments positifs, la pluridisciplinarité qui ressort tout à fait positivement, et puis, mais en négatif, les effectifs et la méconnaissance du dispositif qui ressort fortement. Alors on va rester sur les points positifs. C'est la pluridisciplinarité qui est un point fort de nos PASS. La performance du soin en PASS, ça repose sur la mise en œuvre concrète de la transversalité, de la pluridisciplinarité, et comme l'évoqueront cet après-midi Jacques et Elisabeth Piéguet, la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, c'est-à-dire le partage des connaissances. La performance, c'est aussi des choses subtiles, peu visibles et difficilement quantifiables. La coordination relationnelle est une de celles-là. Alors, dans les PASS, on sait que c'est particulièrement important dans cette logique de décloisonnement médico-social au quotidien. Alors, un exemple de la performance de cette coordination relationnelle, c'est la professeure de management au MIT à Boston, Judy Gittel, qui nous la montre. C'est Kevin André qui nous a fait connaître ses travaux. Donc dans le livre qu'elle a publié assez récemment, elle évoque la haute performance du soin qui est liée à la coordination relationnelle et son impact sur la qualité, sur l'efficience et sur la résilience. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle modélise dans ce schéma le processus vertueux qui est celui que nous retrouvons en PASS, où on retrouve des buts partagés, des connaissances partagées et un respect mutuel qui repose sur une hiérarchie souple qui génère une communication fréquente, appropriée, efficace et susceptible de résoudre les problèmes. Et comme on le voit ici, la coordination relationnelle, c'est aussi un facteur de qualité de vie au travail. Voilà. Le soin en PASS, ce n'est donc pas simplement une pratique humanitaire. Certains ont parfois une vision réductrice de notre travail en PASS, certains parlant de dévouement, de belles âmes, voire de Mère Teresa. Le soin en PASS, c'est aussi une méthodologie qui repose sur l'humain, c'est-à-dire sur la mise en œuvre de toutes les capacités humaines qui sont souvent peu valorisées, peu mises en avant. On verra tout au long de la journée ces capacités que l'on peut mettre en avant, qui sont en particulier l'écoute, l'attention, évidemment la coordination relationnelle, mais également tous ces savoirs pratiques, l'expérience et la sagesse pratique. Le soin en PASS est une forme d'excellence de la polyvalence,
c'est une technologie sophistiquée qui repose sur l'humain et qui pourrait constituer un modèle d'évolution de notre système de santé. Alors pour finir, c'est parce que nous sommes dans une situation de crise économique et financière très dure qu'il apparaît nécessaire de proposer de nouveaux modèles et de faire évoluer les standards anciens. Les théories de la crise identifient qu'il est nécessaire de passer par une phase de déstructuration pour envisager une phase de restructuration des organisations. Nous voyons bien que nous sommes dans cette période de déstructuration, et d'ailleurs l'absence de Martin Hirsch liée à cette crise sociale très intense qu'il y a actuellement à la PHP en est une illustration évidente. Les PASS nous semblent donc à même de proposer un tel modèle de cette nécessaire restructuration. Depuis des années, les acteurs des PASS ont intégré la contrainte financière dans leurs pratiques, devant faire face au quotidien à l'injonction de soigner les patients au mieux avec un budget limité. Ils ont développé des organisations innovantes et adaptées aux réalités actuelles. Cette contrainte est donc à la fois un obstacle et une opportunité pour articuler au mieux souci de l'autre et responsabilité collective. Loin d'être à l'origine d'un soin dégradé, ces contraintes ont aussi pour conséquence de suspendre l'approche automatisée du soin et de laisser les capacités humaines se développer. À ce titre, Didier Sicard, le président d'honneur du Comité national d'éthique, évoquait récemment les PASS comme étant à l'avant-garde de la nécessité du bon usage des dépenses et comme des laboratoires du coût-efficacité. C'est une médecine du juste soin au juste coût que réinventent les acteurs des PASS, et ce sera le thème de la publication aux presses de l'EHESP, comme vous l'avez vu dans le diaporama initial, qui sortira au début du mois d'octobre, sur le thème « Soigner l'humain, manifeste pour un juste soin au juste coût ». Donc le modèle des PASS, c'est-à-dire un modèle du soin centré sur l'humain, pourrait être celui d'une évolution vertueuse de notre système de santé. Je vous remercie. Alors en attendant Benoît Vallet, Jackie Platon va nous donner quelques informations pratiques sur la journée. Oui, moi je continue dans l'organisation et dans les petites infos pratiques. Donc, pour les orateurs, nous avons nos deux fils rouges, Frédéric et Grégoire, mais je suis aussi chargée de contrôler le temps. Donc, certains connaissent déjà l'objet, qui a participé à d'autres colloques, mais donc je rappellerai régulièrement qu'il ne faut pas dépasser le temps de parole pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, voilà, mes copines sont là. Autre information, vous avez dans le livret qui concerne le colloque, dans les pochettes qui vous ont été remises, vous avez une attestation de présence avec le montant, le coût de l'inscription. Donc vous avez juste votre nom à compléter pour pouvoir remettre à vos institutions si vous en avez besoin. Si certains ont besoin de factures et ne me l'ont pas fait savoir avant, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez besoin de RIB également, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je vous les fasse parvenir ou que je vous les remette directement. Un autre point pour déjeuner ce midi. Alors, on dirait qu'on n'est pas encore à l'heure du déjeuner, mais je profite qu'on a un petit peu de temps pour les annonces. On peut aller au self à partir de 13h. Donc il y a plusieurs possibilités. Un certain nombre ont déjà réservé leur repas, ont leur ticket. D'autres peuvent les acheter sur place directement au self, pour ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il y a des gens qui devaient venir et qui ne sont pas arrivés, donc je pense que j'aurai aussi à disposition des tickets en fin de matinée. Et donc, mais impérativement, pour aller au self, il faut avoir son badge. Donc, en sortant de la salle Larocque, vous allez sur la droite, vous avez les portiques pour les personnels du ministère. Et sur la gauche, vous aurez une personne qui vous permettra d'entrer, mais sur présentation du badge. Et l'escalator qui mène au self est un petit peu plus loin sur la gauche, c'est au premier sous-sol. On suit le couloir et on arrive au self en étant guidé par les bonnes odeurs. En tout cas, c'est ce que j'espère. Sinon, pour ceux qui veulent déjeuner à l'extérieur, vous avez 3 restaurants qui sont à proximité. Le bistrot Gaspard qui est au 35 de l'avenue du Ken. À peu près en face, vous avez une brasserie qui s'appelle l'Escapade, qui est à l'angle de l'avenue du Ken et de l'avenue Lowendal. Et vous avez un restaurant thaï et chinois également.
La reprise se fera à 14h30, mais à partir de 14h, on vous accueille avec un café et des petits gâteaux pour que vous ayez le temps d'échanger entre vous, de poursuivre les débats qui auraient pu commencer à l'occasion du déjeuner. Enfin, vous aurez un temps pour pouvoir vous rencontrer. Donc c'est pour ça que sur vos badges, on a mis un espace pour mettre votre région. Comme ça, vous pouvez faire connaissance, si vous le souhaitez, par région. Voilà, bah, écoutez, bonne journée à tous et merci pour votre écoute. Alors on va devoir s'adapter comme on fait dans les passes, hein, en attendant Benoît Vallet. Et donc on va commencer la séquence suivante qu'on arrêtera quand Benoît Vallet arrivera. Alors comme vous avez vu sur le programme, on avait prévu une vidéo pour remonter le témoignage d'un patient pour commencer cette journée avec l'idée vraiment de partir du terrain dans une logique de démocratie en santé, partir des usagers. Et ce patient finalement a été un petit peu réticent et il a préféré de ne pas témoigner. Donc on présentera par la suite un petit film sur d'autres patients, sur la thématique soignant-soigné, mais je vais vous rapporter rapidement le cas clinique de cette situation particulière, de ce patient qui aurait pu témoigner aujourd'hui. Voilà, donc voilà, je reçois un mail l'année dernière, un mail de Janine Rochefort, de Médecins du Monde, qui me dit cette fois-ci, c'est pas pour te parler des passes, mais est-ce que tu pourrais voir un petit peu ce qui se passe? Il y a un patient qui est hospitalisé à Saint-Louis, une maladie digestive assez sévère, un jeune patient, il a eu une colectomie, et puis là, il est hospitalisé pour une fièvre avec brûlure mictionnelle. Il a d'abord été dans le service de gastro, mais comme ça relève plutôt de maladies infectieuses, il a été transféré. Et là, on ne sait toujours pas ce qu'il a, on parle de foyer infectieux, on ne trouve pas, on parle de beaucoup de diagnostics, on lui a parlé de leucémie, d'abcès du rein, d'image, d'amygdale, et Janine écrit, en un mot, il est totalement perdu. Et elle me demande si je peux aller me renseigner, essayer de faire l'intermédiaire, voir ce qu'il en est. Je vais donc voir ce patient. Son histoire médicale est la suivante. Un jeune patient de 24 ans, français, commercial, donc une maladie sévère, une rectocolite hémorragique avec donc des complications, mais un traitement qui l'a stabilisé, un traitement par Humira, un anti-TNF-alpha, qui l'a stabilisé, mais sous ce traitement, de la fièvre, des frissons, des brûlures mictionnelles, et des douleurs abdominales se sont majorées. Le traitement est donc arrêté, le patient est hospitalisé. Alors, traitement d'épreuve par un antibiotique, rocéphine, un autre antibiotique, gentamicine, un autre antibiotique, tazociline. Rien n'y fait, le patient est toujours fébrile. Beaucoup d'explorations, bilan bactériologique, scanner, échographie, PET scan. Et finalement, on retrouve quelques petites anomalies, un aspect inflammatoire du rein gauche, et puis aussi des adénopathies qui font un petit peu errer le diagnostic vers la piste peut-être dans la paume, etc. On va faire une biopsie rénale, et puis finalement qui ne va pas montrer grand-chose, simplement de l'inflammation spécifique. Alors, à ce propos, c'est intéressant, quand j'ai interrogé le patient, la biopsie rénale, on est obligé de suivre des contraintes absolument strictes, qui sont un repos au lit pendant 12 heures, mais le patient a, à l'occasion de l'arrêt du traitement, une reprise de ses diarrhées, et des diarrhées toutes les heures ou 2 heures, qui finalement mettent en difficulté ce protocole. Et finalement, c'est avec beaucoup de difficultés que l'équipe va accepter d'adapter le protocole à sa situation particulière, parce que rester au lit dans cette situation-là, c'est particulièrement difficile. Alors la suivante, au final, le patient, donc, ça devient vraiment difficile. Hein, 3 semaines d'hospitalisation, pas de diagnostic, le patient perd patiente, ce qui va avec hyper confiance, commence les tensions avec l'équipe soignante, il remet même en question la pertinence des soins et il voudrait même changer de service. Alors voilà, donc j'ai voulu illustrer la perspective qui peut être différente entre celle du soignant et celle du soigné. Objectivement, il n'y avait absolument aucune erreur médicale. La démarche était tout à fait dans les règles. C'était tout à fait justifié d'arrêter le traitement anti-TNF devant cette fièvre, même si ça provoquait tous ces effets secondaires de reprise des diarrhées, etc. La nécessité de progresser pas à pas, on ne peut pas lancer tous les examens complémentaires. Et puis aussi, ces délais d'obtention des examens qui font partie pour les médecins de la routine hospitalière, mais qui sont difficiles à vivre pour les patients. Et puis évidemment, c'est un beau cas, c'est un diagnostic difficile, c'est un challenge. Et puis il faut dire que
les médecins aiment bien être dans des situations de certitude, et là, on est dans une situation d'incertitude et donc très inconfortable. Et du point de vue du patient, il a la perception très difficile d'être réduit à son symptôme, sa fièvre. Il décrit une prise en charge automatisée, robotisée, c'est-à-dire tous les jours, la visite à la même heure, la même chose, et rien de nouveau. Et puis surtout, cette idée qu'on ne considère pas tous les à côté de sa maladie, c'est-à-dire l'impression qu'on ne considère que la recherche de la cause de la fièvre, et pas du tout l'impact que sa maladie a, aussi bien en termes, comme on l'a vu, des diarrhées qui sont pour lui la pire des choses, hein, parce que pour lui, la diarrhée, ça signe l'arrêt de la vie sociale. Et ça, c'est pas du tout visiblement considéré, semble-t-il, d'après sa perception. Et puis aussi, l'impact financier, parce que pendant ce temps-là, il ne travaille plus. Il m'a dit qu'il a failli ne pas pouvoir payer son loyer. Et tous ces éléments-là ne semblent pas avoir été pris en compte. Et pourtant, ils sont très importants. En effet, il risquait de perdre son travail puisqu'il était en CDD. Alors, quelques éléments d'analyse. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il n'y a aucune... les points de vue sont tout à fait rationnels des deux côtés. Il n'y a aucune erreur. Il y a une pertinence des soins absolue. La démarche est tout à fait cohérente. Et au final, le diagnostic n'était vraiment pas facile. C'était une fièvre qui était liée au médicament. C'était un effet secondaire du médicament. C'est pour ça qu'il y avait une réaction inflammatoire au niveau du rein, mais liée au médicament lui-même. Donc c'était évidemment un diagnostic difficile et il fallait d'abord éliminer tout un tas d'affections, des infections rares, des infections profondes, des infections lentes. Et finalement, voilà, c'était un diagnostic difficile. Et ce qu'on observe, c'est en effet des temporalités différentes. C'est vraiment pour le médecin, le rythme, c'est son rythme. Mais pour un patient de 24 ans, 3 semaines d'hospitalisation, c'est intenable. Et puis aussi, ce qui ressort de cette histoire, et ce qu'a dit le patient que j'ai été voir en hôpital de jour il y a 2 semaines, c'est vraiment ce manque d'écoute et de communication qu'il a ressenti difficilement. Alors en conclusion, l'importance de cette articulation entre l'approche spécialisée, technique, et l'approche médico-sociale globale. Finalement, c'est celle qu'on pratique dans les PASS, mais cette approche, elle est aussi opérante dans tout le reste, dans le champ de la santé, de façon beaucoup plus globale.